Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour. C'est toujours un bonheur inestimable de vous savoir autour de cette émission Perspective et prospective, le Congo, la Renaissance. Nous sommes sur les ondes de TLR TV. À la suite donc de notre causerie de la semaine dernière, vous vous rappelez très bien que nous avons reçu Monsieur Jess Diamongwassi, qui nous a parlé de l'économie du Congo-Brazzaville. Vous n'oubliez pas que les efforts que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est pour penser un nouveau Congo qui se construise sur des nouvelles bases. Nous savons très bien l'état dans lequel se trouve le Congo-Brazzaville. Donc, M. Diamongwassi nous avait fait un bilan, un état des lieux de l'économie congolaise sur le plan de sa stagnation déjà, sur sa dette, sur ses rapports avec le Fonds monétaire international, sur sa pression fiscale. Il nous a ébauché ce qu'il appelait une politique de contenu local, qui était très intéressant, vous vous rappelez très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons encore fait appel à M. Jess Diamongwassi pour continuer un peu notre causerie autour de l'économie congolaise. Vous savez très bien que l'économie, c'est la valeur la plus essentielle. Quand l'économie d'un pays respire, eh bien, tout le reste, on peut envisager le développement à partir de cela. Mais aujourd'hui, avec M. Jess Diamongwassi, nous allons aborder un aspect bien particulier de cette dynamique économique qui est l'industrialisation du Congo-Brazzaville comme un facteur de développement également. Donc, M. Diamongwassi nous dira un peu comment peut-on penser l'industrialisation au Congo-Brazzaville. M. Diamongwassi, bonjour. Bonjour, mon cher Georges Goma. Alors, depuis la dernière fois, on se retrouve. Oui, tout à fait. J'avais hâte de vous retrouver pour qu'on parle des choses très intéressantes concernant notre cher beau pays. Absolument, d'autant plus que l'émission dernière est très bien suivie. On voit l'engouement, n'est-ce pas, de nos téléspectateurs autour de cette émission-là. Alors, M. Jess Diamongwassi, aujourd'hui, nous allons parler de l'industrialisation. Alors, dites-nous un peu, en tant qu'expert, n'est-ce pas, de la science économique, quelle est la place de l'industrie dans le projet de développement d'un pays? Et quand vous allez parler de cela, essayez toujours de vous rapporter, bien évidemment, à la situation du Congo. Est-ce que le Congo-Brazzaville, à un moment ou à un autre, a été industrialisé? Oui, merci beaucoup, mon cher Georges. Et je vais d'abord commencer par vous remercier d'être une fois de plus invité donc, à cette émission extrêmement importante. Alors, l'industrialisation prend une place importante dans le développement de tout pays. Donc, en Afrique, de façon générale, pour tous les pays qui ont vocation à se développer, ils sont obligés d'axer leur développement sur l'industrialisation. Pour diverses raisons. Hein, parce que simplement, quand il y a industrialisation, tout de suite, on fait appel aux produits manufacturés. Et les produits manufacturés sont les seuls produits qui génèrent de la valeur ajoutée. Et dans les échanges, effectivement, ce sont ces produits manufacturés qui sont beaucoup plus échangés et qui font rentrer de l'argent dans un pays. Vous verrez bien qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui était pendant longtemps le premier producteur mondial du cacao, s'est enrichi, mais relativement enrichi. Alors que si ce cacao était transformé sur place, exporté en forme de chocolat, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait une puissance économique importante. Revenons au Congo-Brazzaville. De mémoire, on sait qu'il y a eu un début d'industrialisation au Congo dans les années 60. Hein? Il est de notoriété publique que le président Alphonse Massamba Deba avait commencé à poser les bases d'un tissu industriel. Et nous nous rappelons d'un certain nombre, la Siane, à l'époque, à Ngaï, il y avait la Siane, il y avait la Sidolou, il y avait un Préco, il y avait un certain nombre, l'usine de Bétou aussi, dans le nord là-bas, où on fabriquait les allumettes et ainsi de suite. Alors, qu'est-il arrivé à ce début, n'est-ce pas, d'industrialisation au Congo? Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai invoqué un concept important qui a des effets vraiment pervers dans les économies
notamment les économies comme les nôtres. Quand on gère du pétrole et quand on le gère très mal, effectivement, il y a des effets pervers. Donc, c'est ce qu'on a évoqué la dernière fois quand on parlait du syndrome le fameux syndrome hollandais. hollandais, hein? Le syndrome hollandais. Hein? Tout à fait. Donc, effectivement, vous avez vu que depuis donc des industries laissées par le gouvernement, ça va débat. Et quand on a découvert le pétrole, effectivement, les gouvernants au pouvoir ne se sont plus intéressés à ces secteurs importants, notamment les secteurs industriels. Étant donné que l'argent rentrait, donc on se contentait de gérer l'argent généré par les recettes pétrolières. Et on a abandonné donc ce programme d'industrialisation qui était lancé depuis Massa. Donc, je vous disais la dernière fois que ça a pour conséquence, comme effet pervers, c'est l'appauvrissement des secteurs entiers. Et vous êtes sans ça, vous devez le savoir, que l'agriculture, par exemple, dans le PIB, en 1960, la part de l'agriculture dans le PIB était de 25%. Et aujourd'hui, c'est moins de 10%. Voilà, donc les secteurs entiers, y compris l'agriculture, ont été abandonnés parce que nous avions une entrée massive des recettes pétrolières. Voilà, donc ce sont les conséquences, justement, de ce syndrome, le syndrome hollandais. Est-ce qu'on peut placer la responsabilité sur l'élite politique, évidemment, qui gouverne le pays depuis la découverte du pétrole? Non, mon cher Georges. En fait, il y a un élément important que je n'ai pas signalé la dernière fois. J'ai dit que ce sont les autorités qui arrivent au pouvoir, qui doivent mettre en place une politique propice à une industrialisation. Je vais vous donner une information importante que peu de Congolais connaissent. Vous savez que les pays du Golfe, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle des Émirats arabes, du Qatar. Je vous apprends aujourd'hui que la part du pétrole dans un pays comme l'Arabie Saoudite dans le PIB est de 42%. 42%. Alors que chez nous, au Congo, on est autour de 80%. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient compris depuis très longtemps. Donc, ils ont commencé à diversifier l'économie. On dit bien que ce sont les pays pétroliers, mais ce n'est pas leur activité principale. Ils ont d'autres activités. Donc, ils ont diversifié l'économie à tel point que en Arabie Saoudite, la part du pétrole dans le PIB n'est que de 42%. Ça, il y a peu de Congolais qui le savent. Voilà. Et les Émirats, c'est autour de 38%. Alors que nous sommes autour de 80%. C'est-à-dire que quand... Oui. J'ai parlé de la responsabilité de l'élite politique de quelque nature qu'elle soit depuis la découverte du pétrole. Vous nous avez donné l'exemple de ces pays du Golfe, évidemment. Je ne pouvais pas penser qu'évidemment le pays que vous venez de citer a 42% de la part du pétrole. Au moment où je pensais que c'était peut-être les 100%, puisque c'est les Émirats du pétrole là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir, les Congolais veulent savoir qu'est-ce qui a dû se passer au Congo-Brazzaville. Bien sûr, on a compris votre syndrome hollandais, d'accord, mais est-ce que ce n'était pas l'occasion, avec cette manne pétrolière, de diversifier l'économie? Pourquoi on n'a pas diversifié l'économie? C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que les gouvernants responsables, effectivement, comme on a toujours dit, gouverner, c'est prévoir. Quand, effectivement, ce qui s'est passé en Hollande, quand il y a eu ces entrées massives du pétrole, les gouvernants se sont projetés dans le futur. Qu'est-ce qu'on fera? Peut-être par un moment donné, on n'aura plus de pétrole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est à ce moment-là que les gouvernants se sont attelés à diversifier l'économie. Donc, au départ, l'Arabie Saoudite, les Émirats, c'était cela. C'était 80-90% dans le PIB. Mais ils ont tellement diversifié leur économie que finalement, la part du pétrole devient pas insignifiante, mais moins importante, à tel point qu'ils sont à l'abri des fluctuations des prix du pétrole. Voilà. Aujourd'hui, le pétrole peut baisser, etc. Il n'y aura pas les répercussions de la crise ne seront pas les mêmes comme dans un pays comme le nôtre, qui est voué, effectivement, aux fluctuations, au marché international sur le pétrole. Avant de venir un peu aux propositions nombreuses que vous avez, on va quand même continuer à faire l'effort de comprendre une situation qui nous paraît incompréhensible. C'est le cas du Congo-Brazzaville, qui est un pays béni des dieux, qui en Afrique, d'une manière générale, devrait se distinguer
avec une petite population, comme on l'a dit souvent, et avec d'énormes potentialités et d'énormes entrées d'argent. Bon, en 2009, si je me trompe, vous me le direz, en 2009, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, a divulgué un programme économique où la matrice était formée par l'industrialisation. C'était le point essentiel, qu'il allait s'engager dans l'industrialisation. Et en 2009, le Congo-Brazzaville brassait, il n'y avait pas encore la crise qui est arrivée vers les années 2014 ou 2015 où les prix du pétrole ont chuté. Alors, comment peut-on déclarer en 2009 le projet d'industrialisation, je ne me rappelle plus le nom qu'ils avaient donné à ce programme-là, et avoir eu beaucoup d'argent, vous vous rappelez, 14 000 milliards aussi, dont on parle, ont été accumulés durant cette période-là d'euphorie où on a distribué l'argent à beaucoup de pays africains, y compris la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui a dû se passer? Pourquoi il n'y a pas eu cette industrialisation? Le problème du Congo, c'est un problème de manque ou d'absence de patriotisme. C'est-à-dire que les gouvernants qui arrivent au pouvoir n'ont pas d'ambition pour ce pays-là. Parce qu'effectivement, quand vous avez l'argent, c'est à ce moment-là qu'il faut prévoir. Du moment où il y a des entrées massives de recettes, on se dit des devises, on doit investir pour regarder le long terme. Regardez, ce sont les programmes qui sont développés au Sénégal actuellement. Le Sénégal, depuis qu'on parle du pétrole et du gaz, il y a des programmes à long et moyen terme pour investir cet argent-là. Alors que chez nous, effectivement, malheureusement, tous les projets n'ont jamais abouti pour la simple raison que nous avons des oligarques qui n'ont aucune ambition pour le pays. La dernière fois, j'ai parlé des fameux programmes de municipalisation accélérée. Or, qu'on sait, c'est de notoriété publique ce que c'était des occasions rêvées pour les oligarques, pour s'en mettre plein les poches. Pourquoi ça? Parce que, je l'ai dit la dernière fois, parce qu'il y a l'impunité au sommet de l'État. Et les oligarques savent que même si, dans un contrat, ils ne sont pas en mesure de faire leur propre contrat, ils ne risquent rien. Donc, du coup, effectivement, comme on a toujours dit chez nous, comme vous savez, la devise du président est Bongaté toujours meilleure. On en est là. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes les volontés du monde, comme je l'ai dit la dernière fois, avec ces gens-là au pouvoir, le Congo ne connaîtra ni le progrès, ni le développement. Parce que ces gens-là n'ont aucune ambition pour ce pays. Vous voyez ce qui se passe ailleurs, vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, même en Afrique centrale, des pays quand même qui essaient d'avancer. Mais comment se fait-il que nous, on avance même pas, on recule même pas, mais on s'enfonce. Tous les jours, on fait s'enfoncer. Simplement parce que ceux qui gouvernent ce pays n'ont pas d'ambition. Non seulement ils n'ont pas d'ambition, de deux, ils savent qu'ils baignent dans une impunité totale. Je reviens donc, il y a une responsabilité qui est dûment identifiée sur l'élite politique. Vous l'avez dit vous-même, ils manquent de volonté, ils ne veulent pas développer le Congo-Brazzaville, malgré évidemment la mise à disposition des ressources faramineuses. Et je veux encore... vous avez évoqué, nous avons évoqué la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est une vitrine en Afrique aussi, sur le plan de l'industrialisation. Et on se rappellera que le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, avait laissé échapper cette indiscrétion que vous aurez beau donner des tonnes d'argent au Congo-Brazzaville, rien ne se fera. Ça, c'est un économiste qui le dit. Tout à fait. Mais parce qu'il sait comment ça fonctionne dans ce pays-là. Ailleurs, quand vous bénéficiez des crédits de l'État, vous savez que vous devez exécuter le contrat. Et ce n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire, et les gens qui se sont enrichis, et d'ailleurs, je vous disais la dernière fois que pour qu'un projet économique réussisse, il faut des capitaines d'industrie. Mais les capitaines d'industrie dans un pays ne sortent pas comme ça ex nihilo. C'est des projets personnels, individuels, qu'ils exécutent. Mais l'État met juste en place un environnement propice à l'exécution d'un certain nombre de projets. C'est-à-dire qu'il accompagne les gens de bonne volonté.
l'État vous accompagne. Vous avez vu que non seulement l'État n'accompagne pas, mais il n'accompagne que ceux qui n'ont aucun compte à rendre. Déjà, l'environnement n'est pas propice à ce que les gens viennent investir dans ce pays, mais ceux qui investissent n'ont pas de compte à rendre à l'État. Du coup, écoutez, rien n'en pense. Bon, eux qui prennent l'argent de l'État savent qu'ils n'ont, comment dirais-je, ils ne risquent rien. Voilà, le problème est à ce niveau-là. On comprend très bien dans vos propos que les dirigeants actuellement installés au pouvoir au Congo-Brazzaville n'ont aucune volonté de vouloir de développer le pays d'une manière générale. Bon, qu'à cela ne tienne, d'où la nécessité de tout l'intérêt que les Congolais ont à saisir et à comprendre qu'il est temps que ça change, parce que le régime ne fait que perdre du temps au Congo et qu'il y a bien des experts dans des domaines bien particuliers qui font le bonheur des industries à l'extérieur du Congo-Brazzaville, qui sont capables, évidemment, de rentrer au pays et de prendre en main cette industrie ou bien cette économie du Congo-Brazzaville. Alors, je vais quand même, avant de passer à votre politique d'industrialisation, parce que c'est là aussi, c'est très important pour nous, votre force de proposition, je voudrais quand même faire un petit retour historique. L'âge d'or de l'industrie en France, par exemple, et en Angleterre, on a vu la révolution industrielle. Tout ça, c'est rentré dans le patrimoine historique de l'histoire de l'humanité. Le 18e siècle, le 19e siècle en Angleterre et en France. Et l'industrie a eu son âge d'or. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, même dans ces pays, l'industrie a dû reculer quelque part pour laisser la place à un autre secteur qui est le secteur des services. Et on trouve un certain nombre de pays en Europe, la Suisse par exemple, qui a bâti sa richesse sur les services. Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, on est obligé de passer par l'industrie ou l'industrialisation qu'on n'arrive pas à faire, plutôt que de développer aussi le secteur qui est de pointe aujourd'hui dans le monde entier, qui est les services? Oui, mais tout à fait. Il y a, peut-être qu'on va en parler, je vais vous parler de notre concept actuellement en vogue, d'ailleurs, dans certains pays africains comme le Rwanda, qu'on appelle le leapfrogging. Je ne sais pas si il faut que j'en parle maintenant. En fait, évidemment, les pays qui se sont développés à l'heure actuelle ne suivent plus le cycle classique que vous venez d'évoquer, hein, donc l'Angleterre, la France, etc., etc. Donc, il y a maintenant justement ce concept de leapfrogging. En anglais, dans ce qui veut dire en français, la théorie de saute-mouton. C'est une ancienne théorie en fait développée en 1942 par l'un des plus grands économistes du XXe siècle, qu'on appelle Schumpeter, qui avait parlé de la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il y a certaines industries qui périclitent pour que d'autres naissent avec beaucoup plus de dynamisme. Oui. Voilà, donc il y a certaines industries, les vieilles industries qui dorment sur leur laurier, se font dépasser par d'autres beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire qu'ils ne passent plus par les étapes des 5 étapes de développement de Rostow, pour passer tout de suite, pour rattraper le retard et puis bon, évoluer. En fait, vous avez vu qu'un pays comme la Corée du Sud a rapidement rattrapé les pays développés, parce qu'ils sont plus passés par ces quatre étapes de développement. Et la Chine aussi d'ailleurs, hein? La Chine aussi. Tout à fait. Donc, voilà. Donc ça veut dire que vous verrez, par exemple, au Rwanda, hein, j'ai suivi un reportage dernièrement, que, étant donné que le pays est beaucoup enclavé, aujourd'hui, la livraison des médicaments dans les coins reculés du Rwanda se fait à travers des drones. Des drones, ouais. Voilà. Vous avez aussi vu que dans certains pays africains, même le nôtre d'ailleurs, en termes de transactions financières, les gens se font rapidement avec les portables, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé, il y a beaucoup plus d'ingéniosité qui fait que certains pays dépassent même les pays, certains dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, certains pays développés. Voilà. Donc, ça permet effectivement de rattraper le retard dans certains secteurs. Voilà. Mais je veux revenir sur quelque chose d'important. En revenant sur le Congo,
pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a un manque de volonté de nos dirigeants. Comment voulez-vous comprendre que le chemin de fer, qui a toujours été l'épine dorsale de l'économie congolaise, a été abandonné par ces dirigeants qui sont arrivés au pouvoir, malgré la période où ils ont amassé beaucoup d'argent. C'est facile de redynamiser ce chemin de fer. Parce que comment voulez-vous que les produits partent de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville? Pendant longtemps, le Congo était quand même un pays de transit, c'est-à-dire que les produits de Centrafrique, de Tchad, passaient par le Congo. Voilà. Maintenant, les produits tchadiens, centrafricains passent par le Cameroun. Tout ça parce que le chemin de fer est inopérant. Voilà. Donc, quand je parle d'absence de volonté, c'est dans des cas comme ça, des cas pareils. C'est-à-dire que les autorités ne veulent pas. Et vous avez vu qu'au Congo, maintenant, on a privilégié les bus, qu'on appelle, je ne sais pas, Océan du Nord, des choses comme ça, qui font Brazzaville. Mais vous ne pouvez pas, les commerçants ne peuvent pas du tout transporter leurs produits par des bus. Voilà. Donc, c'est cette absence. Comment vous voulez, même en termes d'industrialisation, vous voyez, Dangote qui s'est installé dans le de Poinsa, heureusement qu'il y a des camions. Parce que Dangote produit du ciment. Les camions pourraient livrer son ciment à Brazzaville, à Pointe-Noire. Le chemin de fer aurait suffi. Ça a même réduit le coût de production, même le coût de transport, parce que le chemin de fer à Poinsa, et ça part à Brazzaville, ça part à Pointe-Noire. Maintenant, heureusement qu'il y a des camions. Mais oui, Monsieur Jess Diamongouassi, vous soulevez un problème très, très important dont les gens ne sont pas conscients. Vous avez parlé aussi de la destruction créatrice. Oui. Je suis même tenté avec beaucoup de regrets quand même de dire, mais est-ce que l'État, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, que le chemin de fer dans tous les pays pratiquement représente un secteur stratégique de la vie, de la dynamique économique. Oui. Évidemment, vous l'avez cité, le Congo-Brazzaville a une ouverture sur l'océan, les pays comme la Centrafrique et même la RDC en face, vous voyez très bien que les produits, plutôt que de passer par Matadi, et quand ça part de Pointe-Noire, directement, ça tombe sur Kinshasa. Vous voyez, c'est très stratégique. Mais comment on peut comprendre, évidemment, que, vous allez me dire que c'est encore le manque de volonté des responsables politiques. Par rapport au chemin de fer, je vais dire, et je vais terminer un peu ma question à vous donner encore cet élément, la destruction dont vous avez parlé là, est-ce que le tronçon routier, c'est même pas une autoroute entre Brazzaville et Pointe-Noire qui aujourd'hui est très usité. Est-ce que ça n'a pas évolué, n'est-ce pas, au détriment du chemin de fer? Non, mais pas du tout. Mais voyez-vous, nous qui avons grandi un peu dans les gares, on voyait, quand on était par exemple à Nkaï, on voyait les camions qui partaient sur les trains de Pointe-Noire vers Brazzaville. Hein? Il n'y avait pas encore dans des wagons, il y avait des centaines de camions, de voitures et tout, pour alimenter Brazzaville, Kinshasa, le Tchad, la Centrafrique. Mais vous imaginez, dans les camions, ce n'est pas évident. Mais Monsieur Jess Diamongouassi, oui. Monsieur Jess Diamongouassi, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais l'époque où, évidemment, on embarquait les véhicules sur les wagons, oui. C'est parce qu'il n'y avait pas la route bituminée. Oui, mais ce n'est pas, je vous dis, en termes de trafic. C'est-à-dire que les camions, et d'ailleurs, quand on parle de route, vous parlez de route, la route Brazzaville-Pointe-Noire, excusez-moi, ce n'est pas une autoroute. C'est une route nationale ici, dans les pays développés, c'est une route nationale. Et je vous dis, pour un Congolais qui n'est jamais sorti du Congo, ne connaît pas c'est quoi une autoroute. C'est-à-dire avec la bande d'arrêt d'urgence, avec les têtes centrales, etc. Alors que la plupart des pays africains ont les autoroutes. Vous partez de Yaoundé à Douala, c'est une autoroute. Voilà. De Yamoussoukro à Abidjan, c'est des autoroutes. Voilà, vous partez de Dakar à Saint-Louis, c'est des autoroutes. Des vraies autoroutes. Mais nous n'avons que petites nationales avec des péages au prix exorbitant. Mais c'est même dissuasif. Alors, comment voulez-vous développer une activité mais la dernière fois, quand je vous parlais des infrastructures, c'est tout ça. Le chemin de fer, c'est quelque chose de très, très facile pour écouler la marchandise. Même pour les commerçants.
Nous, on a connu des commerçants qui, c'était facile, ils achetaient des tonnes et des tonnes des aliments qu'ils amenaient à Brazzaville. Ils allaient vendre à Brazzaville, ils allaient vendre à Pointe-Noire. C'est un peu le cas. Voilà, à moins de louer les camions qui reviennent, le coût de production devient encore plus cher. Oui, je voudrais aussi souligner, on va revenir un peu sur l'industrialisation puisque c'est la thématique de base, mais ce que vous dites est très, très important. Vous parlez d'une route nationale. Même les routes nationales en France, on les connaît très bien. Hein, la nationale 6 qui va jusqu'en Italie, mais quand vous l'empruntez, il y a des tronçons qui sont autoroutiers quand même, hein, où les voies sont séparées. Mais au Congo-Brazzaville, la fameuse route de Brazzaville à Pointe-Noire est aussi l'occasion des grands accidents presque tous les jours. Parce que, évidemment, les voitures se croisent sur la même route et tous les jours, il y a des accidents. Il y a l'absence de volonté de nos dirigeants qui n'ont aucune envie. On se pose même la question, qu'est-ce qu'ils pensent de ce pays-là, alors que c'est un pays qui a tous les atouts pour se développer, pour aller de l'avant, et finalement qui stagne. On se pose des questions. Je l'ai dit même la dernière fois, que tant qu'on ne coupera pas le nœud gordien, le Congo-Brazzaville n'avancera pas. Je le ressouligne, il y a donc la problématique du nœud gordien. Voilà. OK, la problématique du nœud gordien que les Congolais doivent savoir et en prendre suffisamment conscience. Que tant qu'on restera, évidemment, tant que les Congolais resteront dans cette situation d'inertie, eh bien, rien ne s'arrangera. La situation ne va que s'empirer, ne va que empirer plutôt, ne va qu'empirer. Alors, revenons un peu maintenant sur... je voulais vous poser la question directement qu'on a à votre politique d'industrialisation, mais il y a quand même un aspect de la chose quand même qu'il faudra mentionner ici en rapport avec le projet d'industrialisation ou la dynamique économique du Congo. Le bénéfice qu'il peut y avoir, c'est aussi le chômage des jeunes. C'est-à-dire que finalement, on voit très bien que les jeunes, dans une proportion énorme, sont désœuvrés et qu'une bonne politique industrielle peut permettre de résorber, n'est-ce pas, cette quantité de jeunes qui sont oisifs finalement, qui jusqu'à 40, 50 ans n'ont jamais touché un bulletin de salaire. Alors, ça nous permet de passer un peu à votre prospective. Alors, c'est quoi une politique? Comment vous allez envisager la politique industrielle si demain ou après-demain, la semaine prochaine, M. Sassou n'est plus au pouvoir? Oui. Alors, la politique d'industrialisation, en fait, dans les pays comme le nôtre, au Congo, avec tout ce qu'on a comme atout, doit être axée sur la diversification de l'économie. En même temps, ça veut dire quoi? Que les pays qui ont pu se développer, pays comme les nôtres, qui ont donc des matières premières, des produits bruts exportés, qui ont pu se développer, ont axé leur développement, leur diversification sur les grappes sectorielles proches de leur avantage comparatif. Ça veut dire quoi? Que nous, par exemple, dans la vallée du Niari, c'est une vallée fertile où des produits comme le manioc, etc., d'autres produits poussent. Mais ces produits doivent être transformés sur place et exportés. Je vous prends par exemple l'exemple de Mansouma dans les années 70, l'usine de Mansouma. On pouvait multiplier de telles usines et transformer le manioc sur place et puis l'exporter, alimenter toute l'Afrique centrale. Parce que je crois qu'au Cameroun, en RDC, au Gabon, on mange le foufou, etc. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, donc, il faut que cette diversification soit axée sur les produits sur lesquels nous avons un avantage comparatif. Dit autrement, vous avez le bois. Et je crois que je l'ai dit la dernière fois, qu'au Gabon, d'ailleurs en Afrique centrale, hein, j'ai suivi oui, bien sûr. La politique qui était, depuis 2001, on avait imposé à ce que le bois soit transformé sur place avant d'être exporté. Vous avez vu que chez nous, on a parlé de zones économiques spéciales. Oui. Voilà. Mais ces zones économiques spéciales n'ont jamais marché. Parce que tout ça aussi, il y a une absence de volonté.
dans ces zones économiques spéciales parce qu'ils se sont inspirés de ce qui s'est passé en Chine. Dans les zones économiques spéciales, normalement, on y installe des unités de production vouées à l'exportation. Pourquoi l'exportation? Parce que les produits manufacturés exportés génèrent de la valeur ajoutée et ça fait rentrer des devises dans un pays et le pays se développe. Une croissance saine. Dans votre propos, un point a retenu mon attention. Vous avez mentionné les zones économiques spéciales. Hein? Voilà, qui sont inspirées de la Chine. On sait très bien que la Chine est bien intégrée au Congo-Brazzaville. Oui, Est-ce que vous avez des données? Hein? Il y a de l'argent, je pense que c'est M. Akwala qui, à l'époque, était le grand patron de ce grand projet-là. Mais à l'entendre, on peut se dire, mais voilà une bonne idée. Alors, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Que sont devenues ces zones économiques spéciales? On parlait de Maluku. Est-ce qu'en allant à Maluku, on sent la dynamique économique? Est-ce que, voilà. Donc, ces zones économiques spéciales, comme je vous disais tout à l'heure, ont inspiré à ce qui s'est passé en Chine. Et nous, en Afrique, l'Afrique centrale, c'est d'abord le Gabon qui a commencé à expérimenter l'idée. Mais au Gabon, effectivement, quand je vous parle de l'exportation du bois, ça se passe dans ces zones économiques spéciales du Gabon. Voilà. Donc, les usines de transformation du bois sont dans ces zones. Parce que, normalement, dans la politique chinoise de départ, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mettre en place des unités de production vouées à l'exportation, exclusivement pour les produits exportés. Voilà. Alors que chez nous, depuis, effectivement, c'est de nom, hein, les zones économiques spéciales. Vous pouvez aller vérifier. Je n'ai pas, moi, j'ai écrit un papier dessus où j'ai intitulé les zones économiques spéciales Nzala. Parce que ça ne progresse pas. C'est encore des éléphants blancs. L'idée, même copier, ils copient mal. C'est ça le problème de nos dirigeants. Même copier ce qui se passe bien ailleurs. D'ailleurs, je vous apprends que même l'idée de la municipalisation accélérée qui était copiée chez nous, elle venait du Gabon. Ils ont copié au Gabon. Je ne peux pas vous dire que ça a marché là-bas, mais nous, on l'a mal copié. Nous avons comment dirais-je, cette malédiction de mal copier les choses, même les choses qui marchent bien ailleurs. On n'arrive pas à les faire marcher chez nous. C'est ça le problème. Donc, à la base, je répète que l'idée des zones économiques spéciales, c'est une idée formidable que les Chinois ont expérimentée, qui a bien marché en Chine, qu'on n'arrive pas à faire marcher chez nous, pour des raisons que vous savez, donc des lourdeurs, les boulets que le Congo traîne, qui sont notamment l'oligarchie, qui tout de suite ne pense qu'à s'enrichir. C'est ça le problème, au détriment du Congo. On met de l'argent, on parle d'économie, on est renflant dans ce qu'on dit, les zones économiques spéciales, Il y a des projets immobiliers également. On a parlé des projets immobiliers. On construit des immeubles, on construit encore des immeubles. Mais c'est quelque part comme si on n'a pas construit le Congolais. On n'a pas construit le Congolais parce que ces zones économiques sociales, à supposer que ça soit mis en place, mais attendez, il faut bien que le Congolais ait la possibilité de les utiliser, non? Les immeubles qu'on construit, il faut bien que le Congolais ait la possibilité d'avoir des moyens pour aller vivre dans ces maisons-là. Comment peut-on construire beaucoup de maisons? On n'arrive pas à trouver des Congolais de la classe moyenne qui soient capables, évidemment, de les occuper et puis payer leur dû à chaque fin du mois, jusqu'à concurrence, n'est-ce pas, de machin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche là, dans la volonté de faire des choses et aussi dans l'articulation des choses qui sont faites avec la vie des Congolais, ce que j'appelle la construction du Congolais, c'est-à-dire une bonne éducation et puis un emploi à la clé qui permet, n'est-ce pas, d'utiliser les services publics. Vous l'avez dit vous-même, mon cher Georges. Vous savez que des maisons qui ont été construites aussi bien à Brazzaville que dans d'autres villes, dans ce programme, mais reviennent à l'oligarchie. Vous croyez que le Congolais moyen va acheter une maison de 50 millions, 100 millions? Non, pas du tout. Ils ont construit aujourd'hui des maisons à Brazzaville, dans les quartiers, je crois, à Congo et tout. Mais quand vous vérifiez bien, ce sont les oligarques qui les ont achetées. Ah ben oui, tout à fait. Malheureusement, je vous disais tout à l'heure que les capitaines d'industrie
doivent investir selon un projet cohérent, pensé depuis très longtemps. Ça ne sort pas comme ça. Non, ces gens-là se sont retrouvés avec beaucoup d'argent, ils ne savent pas quoi faire. Donc, les seuls investissements, c'est ceux-là. Acheter par exemple, les maisons, les appartements qu'ils construisent pour les déshériter, etc. Et c'est eux qui les rachètent, malheureusement. Alors que, vous voyez, dans les pays développés, par exemple, ici en France, des HLM, ce n'est pas fait pour les richards. Les HLM, c'est fait pour les classes moyennes. Voilà. Et là, c'est eux qui rachètent encore ces différents appartements qui ont été construits au centre-ville, je crois, à Mpila et également à Congo. C'est bon. Ça. Il y a une autre dimension de la question. On n'est toujours pas encore rentré en profondeur dans les propositions que vous aurez à faire. Vous avez parlé des zones industrielles, je ne sais pas comment on l'appelle, spéciales, là, les Est. Zones économiques spéciales. Voilà, on va revenir un peu sur votre pensée, mais je voudrais quand même aussi jeter un peu sur la table cette idée-là, parce qu'on peut concevoir une industrialisation, c'est-à-dire que le Congo est capable de mettre en place des unités de production. Des unités de production qui produiront des produits dont les Congolais ont besoin. Or, à regarder un peu le tissu économique du Congo, le commerce au Congo-Brazzaville aussi, le Congo est vachement dépendant des produits qui viennent d'ailleurs. Et puis, le secteur commercial aussi est quand même occupé par quand même beaucoup d'étrangers. Alors, une fois qu'on aura mis des industries qui produisent le manioc, qui produisent l'huile, qui produisent ceci ou cela. Nous sommes la population que nous sommes. Est-ce qu'on visera le marché intérieur et à ce moment-là, comment faire pour freiner les produits qui viennent de l'extérieur? Quelle politique mettre? Ou bien comment inventer aussi une politique, n'est-ce pas, d'exportation, que l'on exporte les produits congolais et que les autres États s'habituent aussi à recevoir des produits congolais, surtout de très, très bonne qualité. De très bonne qualité, de sorte que les étrangers se disent « Ah ben, on attend les produits qui viennent du Congo. » C'est du travail, ça, non? Oui, mais vous savez, moi, en économie, il y a des principes simples. Il y a le principe de l'offre et la demande et le principe de compétitivité. C'est-à-dire que nous, on importe des produits parce qu'on n'en a pas, on n'en produit pas sur place. Mais les produits alimentaires les plus élémentaires, on n'en produit pas. Vous avez entendu à la campagne électorale du président actuel qui parlait des SAFou, etc., nous sommes incapables de produire du safou, du manioc, voilà. Des petites choses comme ça. On en importe parce qu'on est incapable d'en produire. Et on est obligé d'importer parce qu'il y a le besoin, il y a la demande qui est importante au Congo. Voilà. Mais maintenant, si vous produisez pour le marché international, quand vos produits sont compétitifs, ils vont trouver preneur sur le marché international. Nous avons, le Congo-Brazzaville, on a un grand marché en face de nous, Kinshasa, la RDC qui est un grand marché. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais de problème pour écouler nos produits. Parce qu'on a un grand marché. Nous sommes 5 millions, ils sont quand même près de 100 millions en face. Autour de nous, à part le Gabon, mais vous allez au Cameroun, c'est un pays peuplé, je crois, plus de 15 millions d'habitants. Donc nous avons les débouchés. Le problème du Congo, c'est que nous sommes incapables de produire parce qu'il n'y a aucune politique de production efficiente n'a été mise en place. C'est cela. On ne produit pas. Vous allez l'agriculture comme faisaient nos parents et tout. Non. Il faut industrialiser l'agriculture pour que vous ayez une espèce de compétitivité sur le marché international. C'est ça. Est-ce que la nonchalance, je voudrais un peu évoquer, je le dirais peut-être mal, vous en êtes spécialiste, que je ne le suis, les fameux coûts de production. Est-ce que la nonchalance ou la fatigue qu'on observe au Congo-Brazzaville à vouloir produire, est-ce que les gens n'auraient pas peur des coûts de production qui, à côté évidemment, des produits importés dans la culture commerciale que nous connaissons au Congo, les gens ne diraient pas que non, si nous nous mettons à produire, on va dépenser beaucoup plus que d'acheter, par exemple, ce qui vient de Kinshasa et que les gens de Kinshasa ne pensent pas autrement qu'à les envoyer puisqu'ils ont quand même fait des grandes avancées dans le domaine de la production de pas mal de produits que nous consommons à Brazzaville. Les coûts de production, M. Djesco. En fait, on parle de coûts de production, c'est quand vous avez des difficultés pour produire. C'est-à-dire que vous mettez beaucoup des ingrédients
les entrants pour produire. C'est cela. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la vallée du Yari, dans le domaine de l'agriculture. Tout pousse sans beaucoup d'engrais, alors qu'ailleurs, il faut beaucoup d'engrais. Donc, le coût de pollution est réduit dans la vallée du Yari. Parce que l'agriculture, c'est une vallée propice à l'agriculture, aux produits agricoles que nous avons connus. Mais monsieur Diss, mais ça se résume pas, monsieur Diss, d'avoir des terres. Mais non, mais attendez, dans la chaîne, même dans le projet, produisez les produits. Vous avez donc des produits agricoles, mais les exporter de façon brute ne génère pas de valeur ajoutée. Donc, en même temps, il faut les transformer sur place. C'est pour ça que je vous parlais des avantages comparatifs. Voilà, par exemple, l'arachide, vous transformez, il y a l'huile, etc., le manioc, vous les transformez sur place et vous les exportez. Mais ça, le coût de production sera moindre dans la vallée du Niari que dans une autre région. Par exemple, au nord, l'arachide, il pleut tellement au nord que ce n'est pas la même chose dans les vallées du Niari. Ah, le coût de production sera important au nord quand vous produisez l'arachide que dans les vallées du Niari. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, il y a un avantage comparatif dans la vallée du Niari. Vous produisez donc vos produits agricoles, vous les transformez sur place et puis vous exportez les produits finis, produits manufacturés. D'accord. Alors, passons de cette théorie concrètement. Regardez la configuration, n'est-ce pas, du Congo-Brazzaville, le potentiel ou les potentialités du Congo-Brazzaville. Et si je vous demandais un peu comme ça, un peu brutalement, alors, vous, qu'est-ce que vous mettrez? Voilà, vous êtes au pouvoir là. Les 100 premiers jours de votre arrivée au pouvoir, après 100 jours, comment est-ce que les Congolais pourront se dire, ah ben oui, ils l'ont dit, ils l'ont fait, ils sont en train de le faire. C'est-à-dire, quelles sont les industries que vous trouvez nécessaires ou propices pour que le Congo puisse se décoller? Alors, en théorie, je vous ai dit la dernière fois que les investisseurs ne sont pas des bons samaritains. Ils viennent investir dans un pays parce qu'ils attendent un retour sur investissement. Donc, la première chose, les premières mesures, je vous ai parlé des institutions fortes qui permettent de donner la sécurité à quelqu'un qui amène son investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et non pas que ça, mais au niveau, la dernière fois, on a parlé de la fiscalité. On a parlé des tracasseries pour créer une entreprise, etc., etc. Donc, toutes ces mesures doivent être allégées, doivent être revues de telle sorte qu'il y ait de l'incitation, que l'investisseur vienne dans ce pays-là investir, parce qu'il sait qu'il va avoir à long moyen terme un retour sur l'investissement. Donc, c'est la première des choses. C'est cela. Des institutions qui peuvent garantir à un investisseur de venir investir tranquillement dans ce pays-là, et puis pour courir moins de risques. Et évidemment, quand vous avez des institutions qui fonctionnent correctement, il y aura moins de tracasseries. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est gangréné par la corruption. Tu peux avoir ton meilleur projet du monde, tu vas arriver, on va tellement te mettre les bâtons dans le roue qu'il y en a finalement qui abandonnent. Okay. Je vais vous faire une confidence quand Dangote débarque en fila pour construire. Donc. Mais expliquez-nous c'est qui Dangote pour nos internautes. Dangote, c'est, je crois, l'une ou peut-être la plus grande fortune d'Afrique. Donc, il a construit une cimenterie dans le de Bouansa. Il est nigérian, hein? Il est nigérian. Voilà, nigérian, oui, une cimenterie Dangote, justement. Quand on découvre donc le calcaire à Nolo de Bouansa, le village, on appelle une fila. Donc, Dangote dit, il y a la matière première. Moi, je veux construire mon usine ici, tout. Tu sais, vous savez ce qui s'est passé? Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les autorités de Brazzaville avaient demandé à ce que l'usine soit construite à Oyo. Ah bon? Ah ben oui, Dangote dit, mais le coût de pollution, ça voudra dire qu'il faudra prendre le calcaire en fila, l'amener à Oyo, le transformer, mais le coût de production, c'est pas possible. Je ne tirerai rien comme bénéfice. C'est après on doit laisser. Sinon, au départ, c'était cela. C'était qu'on a construit l'usine de Dangote à Oyo, au moins dans la cuvette. Voilà. Donc, c'est des tracasseries de ce genre. Mais il a dit, moi, je veux vous amener, je veux créer les emplois, etc. Et voilà, je vais investir dans votre pays.
Vous voulez encore me donner de telles tracasseries? Si c'est le cas, moi, je repars. Voilà, c'était cela. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'usine de Mansoumba. Je crois que vous êtes au courant que cette usine a été démontée à Mansoumba, qui est dans de Bouansa, et on l'a ramenée au nord. Et finalement, ils se sont rendus compte que le manioc ne pousse pas facilement comme dans la vallée du Niari. Donc, cette usine est tombée en ruine là-bas. Donc, quand je vous parle de cette mauvaise volonté, vous avez des éléments factuels comme ça, que nous avons des autorités qui ne veulent pas, qui n'ont pas d'ambition pour ce pays. Voilà. Je reviens une fois de plus, je dis, tant que le nœud gordien ne sera pas coupé au Congo, le Congo n'avancera pas, on sera là, on va se plaindre. Un pays qui va s'enrichir, on va dire, voilà, il y a les recettes pétrolières, mais avec une population pauvre. On en sera là. OK. Très bien, très bien, très bien. Ben, vous avez évoqué les anecdotes que nous avons par-ci, par-là. Ça montre évidemment que beaucoup sont partis de leur petite histoire avec la volonté d'investir au Congo-Brazzaville et l'imposition faite pour le faire à Oyo. Hein, donc, voilà, d'accord. OK. Alors, donc, nous sommes toujours sur les propositions, parce que c'est ça qui vous êtes attendu là-dessus, l'industrialisation du Congo. Une fois de plus, bon, je serais tenté encore de vous demander, puisque vous avez parlé de cette politique d'industrialisation, si vous pouvez aller un peu plus en profondeur, ce serait une très très bonne chose, Monsieur Jess Diamogwassi, parce que du concret, le potentiel du Congo-Brazzaville au nord de la République, qu'est-ce qu'on peut trouver au nord de la République et quel type d'entreprise ou d'industrie on peut mettre au nord de la République. Qu'est-ce qu'il y a dans la région de Pointe-Noire, par exemple, le potentiel, et quel type d'entreprise peut-on mettre là-bas, et ainsi de suite. Essayons un peu de regarder un peu la carte du Congo par rapport à cela. Alors, mon cher Georges, je n'ai pas fait une étude prospective sur les différentes régions, mais je sais que chaque région a ses potentialités. Et je crois qu'il y avait une usine d'huile, je crois, au nord, hein, pendant longtemps. Nous, quand on était petits, on avait même l'usine de Bétou qui existait au nord. Alors, donc, je vais vous prendre l'exemple d'une quinoise que j'ai vue à la télé, une chaîne de télévision de RDC, qui disait que je n'ai rien envié à Congo-Brazzaville. Parce que dans ce pays, ils sont incapables de produire même un cure-dent. Vous imaginez? Alors que le Congo, c'était quand même un pays jadis respecté. Maintenant, nous sommes devenus larisés. Chez eux, ils sont même incapables de... Et c'est vrai, à Brazzaville, tout est importé de Kinshasa, surtout sur le point de vue de l'alimentation. Tout est importé de Kinshasa. Alors que, comme je le disais tantôt, Kinshasa devait être un grand marché pour nous. Monsieur Jess Diamogwassi, on a quand même du mal. L'exemple que vous venez de prendre là, oui. C'est effrayant ça. Qu'une quinoise nous dise au Congo, on ne peut même pas produire un petit cure-dent. Et en même temps, quand on voit un peu les opérateurs économiques au niveau international qui savent faire autour du Congo-Brazzaville, dans tous les domaines, on se demande, mais finalement, ces gens-là, il y a même des grands banquiers, hein, les grands banquiers, hein, le frère du monsieur qui, comment on l'appelle, les dépêches de Brazzaville, hein, le monsieur. Oui, Pigas. Monsieur Pigas. Je crois qu'il y a un autre Pigas qui est dans le monde. Tout à fait, oui, la banque Lazare. Voilà, la banque Lazare. Voilà, toutes ces personnes. Quand on va en Suisse, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui savent faire autour du Congo-Brazzaville. On peut multiplier des exemples en France. Alors, mais toutes ces grosses pointures de la finance internationale sont au Congo-Brazzaville. Pourquoi si on n'arrive pas à fabriquer même un petit cure-dent? Oui, mais parce que c'est simple, mon cher Georges. Ce sont des vautours. Je prends la métaphore d'un vautour. Quand il y a un animal malade ou en train de mourir, les vautours tournent autour, chacun veut prendre sa part. Le Congo-Brazzaville est dans cet état. C'est-à-dire qu'un état où il n'y a pas d'ordre, les gens peuvent, les véreux peuvent s'enrichir dans ce pays-là. Voilà. Donc, vous avez effectivement, vous avez parlé de M. Pigas.
ce sont les mercenaires de la plume qui se font fortune au Congo-Brazzaville. Ah. Donc, ces gens-là qui viennent là-bas, l'ancien PDG du FMI, on a vu les anciens ministres. Oui, Monsieur Dominique Strauss-Kahn, il faut les citer là. Voilà, il faut les citer pour montrer que c'est, voilà. Voilà, ou Monsieur Kouchner, qui fut ministre. Bernard Kouchner. Et tous, ils ont leurs habitudes à Oyo. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent possiblement se faire de l'argent. Ils ne vont pas là-bas pour chercher à développer ce pays. Vous savez que, par exemple, quand il y a eu les périodes de financement de la politique en France, mais tous allaient vers chez Bongo parce qu'ils savent que personne ne pourrait leur réclamer cet argent. C'est de l'argent, il n'y a pas de. Comment dirais-je, c'est pas tracé. Voilà, donc l'argent qu'ils ont à Brazzaville, ce n'est pas tracé. Aujourd'hui, vous êtes peut-être au courant, M. Strauss-Kahn a un grand cabinet au Maroc, mais oui, il a eu l'argent. C'est l'argent qu'il a soutiré en Congo-Brazzaville. Vous avez parlé de M. Bernard Kouchner, grand ministre, n'est-ce pas, de gouvernement François Mitterrand, de la santé en plus, des mémoires. Je pense que c'est à lui qu'on avait, n'est-ce pas, donné la responsabilité de repenser le tissu de la protection sociale au Congo-Brazzaville, après être passé au Gabon déjà. Hein? Voilà. Et puis, oui, allez-y. On en est où? Le contrat, si tu vois, c'est des millions d'euros. Mais est-ce que c'est déjà fait? Non. Est-ce qu'on lui demande des comptes? Non. C'est pour ça que je vous dis, dans ce pays-là, c'est un véritable Eldorado. Les aventuriers vont s'en mettre plein les poches parce qu'ils savent qu'on ne leur demande pas de compte. Il y a une corruption généralisée, il y a une impunité qui est, excusez-moi le terme, qui est une espèce de programme de gouvernement. Voilà. Donc, vous êtes surpris que ce sont des grandes personnalités qui sont là-bas, mais pourquoi ils y vont? C'est vraiment parce qu'ils vont se mettre plein les poches. Bon, là, dans certains pays, en fait, quand il y a au moins une prise de conscience, on pense à un système de protection sociale. Surtout quand on voit qu'il y a beaucoup de Congolais, un nombre impressionnant de Congolais qui sont désœuvrés et qu'on arrête que le pays n'est pas pauvre en réalité, puisque ce que vous expliquez, on voit bien les mouvements des capitaux là. On ne peut pas dire que le Congo n'est pas riche. Vous voyez? Alors, je voulais vous poser la question, on va vers la fin de notre entrevue. Oui. Est-ce que le Congo est capable vraiment de mettre en place un État social, pour ne pas dire un État, comment on appelle, un État-providence, pour éviter le mot de providence, hein, qu'on ne ressemble pas au pétrole qui tombe sur la tête de la providence, mais un État social. Vous comprenez mon souci? Mais tout à fait. Mais c'est fort possible. Le Congo est un pays suffisamment riche. La dernière fois, vous m'avez posé la question pourquoi le FMI, pourquoi tant d'attention alors que ce n'est pas des gens sérieux. Mais parce qu'ils savent que fondamentalement, ce pays-là est riche. Donc, ils sont capables de rembourser les prêts. Mais au niveau de la protection sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question, une absence de volonté politique. Il suffit il y a des cabinets d'experts à l'étranger et même des Congolais qui sont à l'étranger, aux États-Unis, en France, des gens sérieux peuvent vous bâtir un système de protection sociale. Comment c'est facile à mettre en place. C'est un problème de volonté. Nous, on préfère aller voir donc le blanc, et puis on lui donne l'argent, qu'il fasse le boulot ou pas, on passe. C'est ça le problème. Alors qu'il y a même des Congolais ici qui peuvent bâtir un système de protection sociale qui marche. Mais comment ça se fait que nous, quand on était jeunes, on parle de la redistribution, quand on parle d'une politique inclusive qui bénéficie à tous les Congolais. Comment, quand on était jeunes, on a vu qu'il y avait par exemple des systèmes d'internat où les enfants qui étaient intelligents, qui partaient des villages, qui venaient en ville, étaient à l'internat. Tout de suite, à notre époque, tu avais le bac, tu avais la bourse automatiquement. Pourquoi on le faisait, on peut le faire maintenant, alors que le Congo était moins riche que maintenant? Voilà. C'est question de volonté politique. Les gens détournent de l'argent. Ils préfèrent déposer l'argent dans les paradis fiscaux. Alors, les Congolais
Ok, mais vous êtes comme une maïotique qui produit, n'est-ce pas, qui produit beaucoup de possibilités de vous poser finalement d'autres questions. Vous voyez, et en parlant de cette protection sociale, il faut que les gens sachent quand même que la protection sociale est fondée sur deux choses. Il y a l'assurance, le principe assurantiel et le principe assistentiel. Et c'est ça qui fait la protection sociale globalement. L'assurance étant évidemment le fait que les gens qui travaillent sont protégés par une valeur travail. Hein. Ils travaillent, donc ils se protègent contre les risques sociaux. Et le système assistentiel, et c'est là où évidemment sur certaines catégories qui ne peuvent malheureusement pas, en fonction d'un certain nombre de contraintes plus ou moins lourdes à l'emploi, sont prises en charge par l'État. Et aussi, il faut souligner, vous le savez mieux que moi, le principe de l'empowerment qui est très utilisé chez les anglophones, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de jeunes qui sont oisifs, évidemment, des programmes peuvent être mis en place pour récupérer ces jeunes, cheminer avec ces jeunes, leur donner des moyens, n'est-ce pas, pour se reconstruire ou se construire. Vous pensez? Donc, la protection sociale, je vous laisse la parole, est un élément, c'est un enjeu essentiel. Je pense tout à fait, mon cher Georges. Aujourd'hui, on a l'impression que à Brazzaville, il y a le phénomène, par exemple, des bébés noirs. Oui. Ces bébés noirs sont fustigés, ils sont considérés comme de la peste. Mais ce sont des victimes de ce système. Des victimes. C'est pour les enfants. Hein? Un enfant ne peut pas naître voleur, un enfant ne peut pas naître bandit ou assassin. C'est l'environnement dans lequel il évolue. Nous avons un État, peut-être pas démissionnaire, mais pire que démissionnaire, qui a laissé aller. Déjà, l'école n'existe plus. Comme je vous disais la dernière fois, le premier élément, je pense que dans la politique de M. Sassou Nguesso, détruire l'éducation. Détruire l'éducation pour que les jeunes Congolais n'ont plus les moyens de revendiquer quoi que ce soit. Parce que plus des jeunes sont analphabètes, moins ils vont vouloir revendiquer ni manifester. Je crois que c'est une des stratégies de la politique pour rester au pouvoir pendant longtemps. C'est ne plus donner l'éducation aux jeunes parce que nous, on a vu quand on était à Marine Ngouabi, des revendications partaient souvent de Marine Ngouabi. Mais Marine Ngouabi a été complètement détruit pour ces mêmes raisons. Donc, tout ça, en fait, c'est une politique cynique de dire que si ces gens-là, ces jeunes-là ne vont pas à l'école, écoutez, ils n'auront plus les capacités intellectuelles d'organiser une quelconque manifestation. Et moi, je resterai au pouvoir à terme. C'est cela. Et malheureusement, les pauvres enfants sont condamnés, ils sont fustigés. Quand on les attrape, ils sont abattus, alors que ces enfants sont des victimes de ce système. Ça, je pense que c'est un point que nos auditeurs, nos internautes, nos chers internautes ont bien compris. Le phénomène de bébés noirs au Congo-Brazzaville est le résultat et la résultante d'une gouvernance qui est toxique et qui est néfaste. C'est le produit de cette gouvernance. Ça, je pense que les gens l'ont très, 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 très bien compris. Alors, Monsieur Jess Diamongwassi, je vais vous laisser le dernier mot. Parce que, en disant quand même, en rappelant une petite chose, vous avez parlé un peu de processus d'industrialisation, c'est-à-dire implanter des industries qui vont produire les produits dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, de rendre le Congolais moins dépendant des produits qu'on importe. Tout à fait. Et que à côté aussi, vous n'avez pas oublié le secteur des services. Et là, je pense que les médias sociaux sur lesquels nous évoluons, où nous allons chercher des informations en tant que telles, il y a une vidéo du président Pascal Lissouba qui circule, qui à l'entrée de sa prise de fonction avait entretenu un auditoire et qui parlait évidemment d'un projet qui était la production des logiciels, par exemple, entre autres, et qui semblait être quand même un programme très, très, très encourageant. Et vous savez, les événements politiques qu'on a vécu au Congo ont comme brisé un peu cet élan-là. Hein? Donc, je pense que l'industrialisation, d'accord, mais aussi
articulé avec des efforts à faire dans les services, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Mais alors, je vous laisse le dernier mot. Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais vraiment, franchement, que les Congolais qui arriveront aux affaires après donc avoir coupé le nœud gordien auront du travail et je le dis, je le répète, ce ne serait pas une sinecure. Alors, la première des choses, donc, il va falloir donc mettre l'accent sur des institutions stables, fortes, pour sécuriser effectivement tout le travail des Congolais de bonne volonté qui veulent investir dans ce pays, qui ont des bons projets. Et tous les projets, notamment les projets de diversification économique, doivent être axés sur le triptyque recruter, fournir, transformer localement. C'est-à-dire que tout doit être basé dans toutes les usines, je l'ai évoqué la dernière fois, tous les étrangers qui viennent investir chez nous doivent obligatoirement impliquer les entreprises et la main-d'œuvre locale dans leur chaîne de production pour qu'il y ait effectivement une croissance inclusive qui arrive à bénéficier à tous les Congolais. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner du pouvoir d'achat par ce biais aux Congolais qui travaillent. Mais un volet important, il va falloir mettre le paquet dans l'éducation parce qu'on ne peut pas avoir une main-d'œuvre efficiente quand les gens ne sont pas formés. Il va falloir former qui sont aujourd'hui au bord de la route par des programmes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de manque de volonté. Ils ont conçu aujourd'hui, par exemple, Kintélé, qui ne marche pas. On peut prendre ces jeunes, les former là-bas, Kintélé, pendant 3-4 ans, leur donner l'éducation minimum. Et puis, une main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, même quand on parle des zones économiques spéciales, il faut la main-d'œuvre qualifiée. On va la trouver où? Est-ce qu'il faut aller en RDC? Il faut aller au Cameroun? Non. Mais il faut d'abord former les Congolais. Et on ne peut pas développer un pays quand quand une population est analphabète. Et mettons en place une politique de croissance inclusive de telle sorte qu'il y ait redistribution de pouvoir d'achat. Parce qu'une fois de plus, il va falloir le répéter, on ne peut pas développer un pays avec une population pauvre. Merci, monsieur Jess Diamongwassi. Mais comprenez que nous ferons recours à vous une fois de plus, le moment venu, parce que l'émission est là pour durer. Tant que le nœud gordien ne sera pas, n'est-ce pas, coupé, eh bien, nous serons là toujours à penser ce nouveau Congo qui doit être inéluctable. Il doit être inéluctable. Alors, il nous reste à vous remercier sincèrement et aussi à remercier, n'est-ce pas, nos chers internautes. Une fois de plus, nous regardons l'évolution un peu des taux d'écoute ou de regard sur nos vidéos et nous nous installons dans le paysage, n'est-ce pas, des médias sociaux et avec beaucoup de perspectives dans tout ça. Il nous reste à nous retrouver donc dans une semaine, comme d'habitude, sur une autre thématique qui regarde, n'est-ce pas, ce Congo qui doit renaître nécessairement. Okay. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous-même et à votre équipe. Merci beaucoup, Jess. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Allez, bonne soirée.